J'ai la lourde tâche de terminer ce beau cycle de présentation. Donc, je vais continuer par une petite balade dans le temps, comme on l'a fait depuis tout à l'heure. Mais là, je vais la faire avec plutôt un serial killer. En l'occurrence, effectivement, la variole. J'ai souhaité illustrer ce début de présentation par cette image-là et ces quelques mots de la circulaire ministérielle du 26 mai 1803. Je vous la lis. De toutes les maladies qui affligent l'espèce humaine, il n'en est peut-être point de plus meurtrière que la petite vérole, la variole. Des calculs certains prouvent qu'elle enlève année commune le 6e ou le 7e des sujets qui en sont attaqués et que dans les épidémies, elle en moissonne souvent le tiers. Donc, 1 sur 3 en termes de morts en phase épidémique. Alors, on va regarder un petit peu ses origines. On pense que, en fait, on partait sur le principe que le contact avec l'humain avait au moins 3000 ans. On est en train petit à petit de diminuer ce chiffre. On pense qu'il y a à peu près moins de 2000 ans, la maladie s'est probablement propagée à partir de la région de l'Égypte Proche-Orient ou éventuellement la vallée de l'Indus. Et globalement, quelle est son origine ? Son origine, c'est comme toujours, c'est une transmission très probable à l'homme de virus qui sont apparentés, c'est-à-dire assez proches, qui étaient présents chez le chameau et la gerbille à cet endroit donné. Quand on fait la littérature, on remonte dans le temps au niveau des écrits, en tout cas de ce qui reste, on peut constater que des épidémies sont déjà décrites en Chine dès le IVe siècle et vers le VIe siècle en Europe. Et petit à petit, véhiculées par les déplacements de population, les invasions, les explorations, la variole va devenir une maladie endémique majeure dans le monde entier au milieu du XVIIIe siècle. Globalement, sa transmission, elle se fait par voie aérienne, les gouttelettes quand vous parlez, les postillons, mais également par contact des habits souillés. Et regardez les chiffres. Au XVIIIe siècle en Europe, on peut considérer qu'on a à peu près 40 millions de morts dus à la variole. Ça va monter 2 siècles plus tard dans le monde entier à 300-400 millions de décès au XXe siècle. Ça, je dirais, c'est l'endémicité. Et puis, il y a des pics épidémiques. On va regarder plutôt dans le passé. J'en ai cerclé de rouge 3. Il y a ce qu'on peut considérer comme grande épidémie au niveau du continent américain, avec les invasions, donc les arrivées des conquistadors. Le chiffre est peut-être surdimensionné. On parle là d'une 50aine de millions de morts, c'est possible. En tout cas, elle a sévi de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça, c'est ce qu'on connaît, je dirais, à peu près certainement. Il y a également ce qui est rapporté dans les écrits, donc une épidémie au Japon, aux alentours du 8e siècle. Et puis, quand on va remonter le temps, vous savez qu'il y a un certain nombre de pestes au sens large, la peste Justinien, la peste antonine. En ce qui concerne la peste antonine, qui a lieu aux alentours du IIe siècle, on peut considérer sur les écrits et les rapports de Galien que en fait, ce n'est pas une peste, puisqu'on parlait de peste au sens large, mais il est très vraisemblable qu'à ce IIe siècle, on ait une épidémie de variole et qui a touché un bon nombre de victimes. On parle de 5 millions à ce niveau-là. Donc c'est globalement pour avoir une idée que c'est endémique. Et puis on a des poussées épidémiques qui sont relatées au plus je dirais, quand on remonte dans les temps anciens. Le citoyen moyen a été touché, mais également les têtes couronnées. Un certain nombre de décès, je fais un petit inventaire à ce niveau-là. Ça a pu toucher Joseph Ier, empereur d'Autriche, Pierre II, empereur de Russie, et Louis XV, roi de France, qui en est mort. Quand on change de continent, donc on passe au niveau des Amériques, on peut considérer que les empereurs aztèques et incas sont morts de la variole. Et puis certains en ont réchappé, comme les présidents américains, Sitting Bull, chef indien,
avec plus ou moins je dirais, de traces au niveau de la peau et autres. Et puis, il y a toujours ce questionnement qui revient depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'est Ramsès V, pharaon de la 20e dynastie, donc mort aux alentours en 1142, il me semble, avant notre ère. Et là, donc, ça nous fait remonter à plus de 3000 ans. Et là, c'est sujet à caution, puisque, on va le voir, on est a priori trop loin d'une proximité entre la variole telle qu'on la connaît et l'homme. Donc nous y reviendrons. Il y a un exemple, j'en parlais récemment, il y a un exemple de momie italienne qui était présumée avoir été touchée par la variole, puisqu'il y avait des petits points sur la peau et autres qui étaient potentiellement synonymes d'éruption cutanée. Et en fait, il s'est trouvé quelques années après, avec l'évolution des techniques de biologie moléculaire et de microscopie électronique, qu'en fait c'était dû à l'hépatite B. Donc il faut se méfier là. Je ne dis pas que Ramsès V est mort d'hépatite B. Il faudrait que les autorités du Caire puissent faire venir des équipes pour travailler sur un fragment de momie. Mais en tout état de cause, à l'heure actuelle, qu'il soit mort de la variole est hautement improbable. Alors, quelques données cliniques, bien sûr, et quelques appellations. La variole a deux grandes formes, variole majeure, variole mineure. Dans la variole majeure, c'est le plus fréquent de tous les types, à peu près 90% des cas qu'on va rencontrer dans les cas cliniques essentiellement du XXe siècle. On a un taux de mortalité, ce que je disais tout à l'heure, qui est d'environ 30%. Mais il faut regarder dans cette variole dite majeure, on a des subdivisions. On pourra trouver la variole bénigne, et comme le nom l'indique, là, bon, on va passer à travers sans trop de casse. Mais il y a malheureusement deux autres formes de variole. La variole hémorragique, quasiment toujours mortelle, comme la variole plate, pas d'éruption, mais il y a une forme de platitude au niveau des éruptions qui font que, malgré un aspect visuel assez tranquille, en fait, vous allez mourir. Donc ces varioles sont bien référencées malheureusement en forme clinique. Il y a la variole mineure également. L'autre forme de variole, on va l'appeler alastrim pour une partie de cette variole. Et là, le taux de mortalité est très très faible puisqu'on est à peu près à 1%. Donc vous voyez qu'il y a tous les panneaux cliniques, toutes les formes cliniques de la variole. À savoir, et Avril l'a dit tout à l'heure, qu'il y a dans des petites proportions, on va retrouver des possibles déformations ostéo-articulaires, ce sera l'ostéomyélitis variolosa, rencontrées chez 2 à 5% des jeunes enfants qui auront contracté la maladie, avec une évolution à l'âge adulte. Et vous voyez ce que ça peut donner en termes de déformation articulaire. Voilà. Donc c'est un exemple là de ce que va pouvoir présenter un adulte qui a réchappé de la maladie, mais qui va, je dirais, garder des séquelles toute sa vie. En termes de prévention, donc cette fameuse variole, par quoi on a commencé dans les temps anciens, je dirais, par l'inoculation de la variole, ce qu'on va appeler la variolisation. On va prélever des petites pustules et donc du pus chez des personnes qui ont eu des formes assez bénignes, qui en ont réchappé, et en se disant, si la personne en a réchappé, je vais l'inoculer, la varioliser des personnes, soit qui commencent à être atteintes ou en prévention, et ça va être très pratiqué dans les temps anciens, notamment en Asie. Ça va être même médicalisé en Europe dans les années 1720, mais vous vous doutez bien que ça comportait des risques. Les risques qui sont lesquels ? Si vous n'avez pas la variole, vous risquez de l'avoir et développer vraiment la maladie. Et puis en plus de varioliser comme ça, ça peut étendre la maladie dans le même temps. Donc cette pratique a été, je dirais, assez étendue, avec des réticences, bien sûr, comme toujours. Et jusqu'à l'arrivée, vous le savez bien, de la vaccination, avec les travaux d'Édouard Jenner, en 1796, en tout cas pour le démarrage du principe. Donc le principe, c'est quoi ?
Jenner, qui était médecin, s'est aperçu que des personnes qui travaillaient à la ferme, qui étaient au contact de vaches qui présentaient des formes bénignes de variole, en tout cas d'éruptions cutanées, ces personnes avaient aussi des éruptions cutanées, mais c'était pas vraiment de la variole. Et en plus, ils étaient protégés. Ces personnes avec ces éruptions cutanées, ils étaient protégés des épidémies, ou en tout cas des passages de variole. Donc Jenner s'est dit, on va faire un petit peu comme la variolisation, on va prélever un petit peu ça et on va essayer donc de vacciner, puisque vaccine vient à la base donc du poxvirus de la vache, cowpox. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va inoculer, faire sa vaccination sur un petit garçon de 8 ans. Ça va bien se passer. Il va même essayer de le contaminer, ça va bien se passer. Et donc, ça va être l'avènement de ce qu'on appelle la vaccination contre la variole. Alors que ça soit contre la variole ou sous tout autre, il va y avoir des réticences. Et ce qu'on parlait tout à l'heure, ça va durer 100 ans, 200 ans, ça continue d'ailleurs, des réticences vis-à-vis de la vaccination. La vaccination, là, c'est un exemple typique d'une représentation des craintes relayées par la presse, relayées par... voilà. La crainte, c'est quoi? De se dire, je vais me mettre des fragments de matériel animal, puisqu'on va prendre du pus de vache, et ainsi de suite, et on va l'introduire dans le sang humain. Qu'est-ce que ça peut donner? Je vais me retrouver avec des fragments de vache qui vont sortir, ainsi de suite. Bon, c'est une monographie assez emblématique, mais des réticences. Ça date de 1802, là, donc quelques années après le début de la vaccination. Concrètement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la vaccination va être obligatoire en France chez le jeune enfant 100 ans plus tard, globalement, en 1902. Donc cette fin du 19e siècle va être marquée par des épidémies, encore des épidémies, et on le disait précisément, dans le sud de la France, les principales étant Marseille et Bastia. Et donc, il y a une monographie très intéressante qui a été réalisée sur l'épidémie de 1899, avril 1899 jusqu'à avril 1901 à Bastia, qui a fait à peu près plus de 100 morts, 104 morts. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si ça se voit très bien là-haut, mais le docteur Zuccarelli de l'époque a relevé à la fois des cas de diphtérie, de variole en bleu et de typhoïde, maison par maison, quartier par quartier. Donc, c'est qu'il pouvait démontrer une relative salubrité ou insalubrité de tel ou tel quartier. En tout cas, c'était un travail remarquable. Et selon le dicton corse, qui souligne que si tu veux des enfants, globalement, vous me direz si je me trompe, hein, si vous voulez des enfants, concrètement, attendez plutôt qu'ils aient eu la rougeole et la variole, c'est dire le taux de mortalité. Ici, ça ne sera pas vraiment des enfants qui seront touchés dans cette épidémie à Bastia, ça sera plutôt des personnes âgées, vaccinées anciennement ou non vaccinées. Et là, on remet l'accent sur, puisqu'on n'est que 100 ans après, hein, on remet encore l'accent sur la crainte de se faire vacciner. On en parle encore actuellement, hein, pour notre virus. C'est relaté dans cette édition du Petit Bastier. C'est toujours, un texte du docteur Zuccarelli. Qu'est-ce qu'il dit? Il crie en fait par le Petit Bastier interposé. Donc c'est une édition du 27 janvier 1901 où globalement, il va rappeler des choses que vous connaissez. Hein. La variole à Bastia, elle s'est diffusée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien fait un certain nombre de choses. La vaccination, la déclaration obligatoire, l'isolement et la désinfection. Et il se plaint un peu à la fois de l'attitude de la population et l'attitude des pouvoirs publics qui n'ont pas su fédérer et autres. Voilà. Je vous laisserai juge sur ce qu'il en
ce qui continue à être peut-être 100 ans plus tard. En tout cas, il y avait encore une défiance vis-à-vis de la vaccination, et c'est le cas donc de ces épidémies. Concrètement, si on avance dans le temps, au début des années 50, 150 ans donc après l'introduction de la vaccination, il y avait encore 50 millions de cas dans le monde chaque année. 67, on a encore 10 à 15 millions de cas et encore 2 millions de décès. Et 1967, ça va vraiment être le début de la campagne d'éradication de la variole par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui va faire vraiment un effort gigantesque à déployer les gens, donc des équipes, pour lancer cette fameuse campagne d'éradication. Il n'empêche qu'entre-temps, on va encore avoir des épidémies. La dernière épidémie en Europe sera en Yougoslavie en février 1972, où on aura 175 cas et quand même 18 millions de vaccinations. En France, en 1952 à Marseille, la variole. Et vraiment la dernière, je dirais, bien documentée, c'est les cas de Vannes et Brest en 1955, où il y aura quand même 20 décès. Globalement, ça sera dû à quoi? Ça sera a priori dû au retour d'un soldat d'Indochine qui va propager à sa famille, donc sa petite fille, ainsi de suite, l'entourage, la maladie. Voilà, donc c'était très proche de nous. Comment ça va finir tout ça, a priori? En 77, octobre 77, le dernier cas endémique mondial en Somalie est relevé. Et donc en 78, on va avoir l'arrêt de la primo-vaccination antivariolique en France. Donc, beaucoup qui sont là ne l'ont pas eu, concrètement. Et le 8 mai 80, l'OMS va déclarer officiellement la variole est éradiquée de la planète, ce qui sera quand même une victoire pour, je dirais, l'humanité, puisqu'on arrive, a priori, à mettre de côté une maladie, je dirais, mortelle qui a sévi pendant des siècles. Il y a quand même toujours un questionnement, et ça c'était en 85. Certains se sont dit, ok, mais elle est éradiquée de la planète, et si on retrouve du virus dans des momies, dans des corps congelés, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, je ne vais pas donner de réponse, je vais vous donner quelques pistes. D'abord, on va regarder rapidement le virus. Le virus, c'est un orthopox virus, genre orthopox, de la famille des poxviridae. Ce sont des gros virus enveloppés, dont au niveau en microscopie électronique, il y a une visualisation assez caractéristique. La structure donc, du virus, j'y passerai, mais elle est assez typique également, et comme toujours avec un génome qui est protégé. Ce génome viral, c'est quoi? C'est de l'ADN double brin, donc très résistant par rapport à d'autres génomes viraux, comme ARN par exemple. Très résistant, grande taille, plus de 180 000 paires de bases, en tout cas pour la variole, et globalement à peu près 200 gènes qui sont répartis comment? Il y aura une région centrale qui va être relativement conservée lors de l'évolution. Et puis on aura des parties latérales, droite-gauche, qu'on va appeler variables, qui seront plus ou moins mutées, qui changeront en fonction de l'ancienneté de l'évolution. On y reviendra. Donc globalement, c'est un gros virus très costaud, à génome très costaud. Donc c'est du pain béni, en tout cas, si on veut faire notamment de la paléomicrobiologie. Comment on y travaille en termes de caractérisation? Je fais un bref focus. Si on veut savoir la diversité d'un génome, quel qu'il soit, on va faire appel à un recensement de son génome dans les bases de données. On peut comparer tous les génomes du genre orthopoxvirus et ça nous donnera des informations sur quels sont les hôtes et sa diversité génétique. Ça, c'est une information du Comité international de la taxonomie virale, dont je fais partie également. En fait, on va lister un certain nombre d'espèces qui vont appartenir soit aux chameaux, soit à la gerbille, j'en parlais tout à l'heure, et puis à l'homme, que j'ai cerclé en rouge. Et donc, vous voyez à nouveau donc, les appellations que vous connaissez maintenant, variole majeure, variole mineure, et ça, ce sont des génomes représentatifs.
Je vais vous faire un point là aussi une démonstration, une visualisation qui est commune quand on travaille sur les génomes. C'est de la phylogénie, un arbre tout simple de phylogénétique, où on voit représenter ici un certain nombre de séquences virales. Et en fait, un arbre phylogénétique, c'est pas très compliqué. C'est plus les séquences sont proches entre elles en termes de diversité, plus elles vont être regroupées sur une même zone. Donc on voit que dans cet exemple-là, quand on va collecter un peu ce qu'il y a dans les bases de données, on voit que les souches de variole humaines s'agrègent globalement. Et qu'est-ce qu'on va avoir le plus proche possible? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le plus près, ce sont les souches qui sont issues du chameau et de la gerbille. Et plus loin, on aura les souches issues de la vache et autres. Donc, pourquoi j'ai mis la flèche rouge là? C'est qu'à un moment donné, on peut avoir de la variabilité, mais après, on peut avoir également de l'information temporelle. Et globalement, la flèche rouge indique qu'à un instant donné, il y a des siècles, on va y revenir, il va y avoir un contact d'un virus ancien qui était déjà chez l'animal, qui va voir un nouvel hôte, c'est-à-dire l'homme, et cette variole humaine va continuer son évolution toute seule, puisque toutes les souches de variole humaine sont agrégées. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête, ce dont j'y reviendrai. Alors, maintenant, on laisse tomber un peu les considérations scientifiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on a su jusqu'en 2012 ? Jusqu'en 2012, on travaillait sur les séquences contemporaines de varioles qui ont été identifiées chez l'homme au XXe siècle uniquement. Donc vous voyez un petit peu la localisation des souches de varioles qu'on a pu isoler. C'est pas très compliqué en termes d'ancienneté. La plus ancienne souche de variole sur lesquelles on avait de l'information génétique datait de 1947. Donc globalement, on avait de l'information sur 60-65 ans pour réaliser cet arbre phylogénétique qui représente uniquement les souches de varioles humaines. Ce qui est intéressant à voir, on voit qu'il y a une distinction qu'on appelle P1, P2 pour les spécialistes, mais qu'importe, qui vont distinguer ce que je vous ai dit déjà. P1, c'est pour la variole majeure. P2, ça sera pour la variole mineure qui contient l'alastrine. Et on peut même avoir des informations de localisation en fonction des zones épidémiques au moment où on a fait la collecte de telle ou telle souche. Ça, c'était jusqu'en 2012. Et on travaillait donc sur des souches du XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011-2012 ? Je peux vous en parler parce que j'étais directement au contact de cette évolution et j'en suis très content. Au printemps 2011, en fait, j'ai été contacté par des collègues toulousains, l'équipe d'Éric Rubézy, qui eux étaient anthropologues et qui travaillaient sur la Yakoutie. Donc, travaillaient sur les mœurs yakoutes du début du XVIIIe siècle. Et donc, voilà, on était quand même loin de travailler ensemble. Et puis, ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas dans ce qu'ils arrivaient à identifier dans des tombes. Et ils sont arrivés un jour en me disant, il y a une tombe qui nous pose problème. Elle est dans le permafrost, en tout cas les corps étaient préservés dans le permafrost, et on a quelques échantillons de tissus pulmonaires et autres. On dit, on voudrait savoir de quoi sont morts ces personnes il y a à peu près 300 ans. C'était un beau challenge. Alors d'abord, il a fallu que je sache où était la Yakoutie, ce qui n'était pas gagné d'avance. C'est la plus grande région de Russie. Il y a une vue en dessous, donc ce sont des steppes. Et surtout, la localisation où il y avait ces tombes, on est dans le permafrost, c'est-à-dire un sol gelé quasiment en permanence. Donc c'était, je dirais, très bon pour faire de la paléomicrobiologie, en tout cas c'est ce qu'on pensait. Et il a fallu faire, ce qu'on disait, on est là pour en discuter, effectivement, des recherches historiques. Là, c'est moi qui ai modestement un petit peu lu les documents d'histoire et autres. La Yakoutie,
c'était dominé par les Yakoutes, les Sakas, dès le XVe siècle, éleveurs de chevaux, de bovins. Et au XVIIe, la Yakoutie est investie et colonisée par les Russes. Et donc la ville principale, Yakout, s'est créée en 1632. Et cette ville sera un marché important pour les fourrures, la zibeline, et le commerce entre la Russie et la Chine. Pourquoi j'ai fait cette recherche? Ce qui était important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'était passé éventuellement entre les peuples qui y vivaient et éventuellement des envahisseurs. Qui dit envahisseur dit potentiellement transmission de maladies. Donc là, il y a une zone de commerce, il y a une zone d'envahissement précédemment. Donc c'était intéressant de savoir son histoire. Pour résumer, on est globalement en 1700-1725 et il va s'avérer que quand on va regarder la sépulture, en fait c'est une famille. D'habitude, 300 ans en Yakoutie, on mettait les personnes en singleton dans les sépultures. Là, on est une sépulture multiple. En plus, généralement, si vous mouriez en hiver, on vous mettait à part du village, puisque le sol, le pergélisol en hiver est comme du béton. Et on attendait éventuellement un léger dégel pour vous enterrer au printemps. Là, visiblement, il y a des traces de feu autour de la tombe. Ça veut dire qu'on a voulu brûler la surface pour la faire un petit peu fondre, pour la rendre plus malléable et creuser. Donc concrètement, on a creusé une sépulture multiple en hiver. On n'a pas attendu une saison plus clémente, donc globalement, on a voulu enterrer rapidement les corps d'une famille. Et évidemment, ça sentait, comme on disait, une raison épidémique. Voilà, dans le détail, bon, je vous passerai les détails, mais un exemple de personnes avec la parure de l'époque, hein, et puis des informations génétique, en fait, les personnes sont globalement apparentées. Hein, il y a une maman avec différents enfants. Et nous, on va travailler sur le sujet numéro 2, une femme âgée de 18 à 23 ans, pour laquelle on va avoir des prélèvements tissulaires. À l'autopsie, il n'y avait rien de probant, donc pas de fracture, pas d'éléments qui pouvaient orienter, si ce n'est des traces de sang dans les tissus pulmonaires. C'était assez remarquable, donc là encore, on partait sur un événement infectieux. La problématique, c'était lequel? C'était contagieux, ça faisait peur, puisqu'on a voulu se débarrasser rapidement de la famille. Et donc, qu'est-ce qu'on peut évoquer en termes de létalité, de cause de létalité? Bactéries comme la peste et autres, ça avait été un petit peu défriché en amont, donc on n'a pas continué. Et comme ils savaient que j'avais plus de propension à regarder des virus, on a continué sur du virus. On a pensé à des maladies infantiles, pas spécifiquement virales, hein, qui auraient pu être amenées par les Russes vis-à-vis de ces peuples autochtones. Et puis à la fin, bon, je me suis dit, on peut proposer également la variole, puisque la variole, c'est un petit peu le Graal pour les études de paléomicrobiologie. Comment on a fait à l'époque pour débusquer de l'ADN de pathogènes? Je vais aller vite puisque Avril a fait le job tout à l'heure. On part soit de tissus, soit d'os, soit de pulpe dentaire. On va extraire et on va faire deux choses, deux possibilités. Rappelez-vous, on est en 2010-2011 là. Donc il y a une approche soit en aveugle, donc on extrait tout et puis on fait un traitement bioinformatique à la suite pour débusquer tel ou tel pathogène. Ce n'est pas l'option qu'on avait prise à l'époque, d'abord parce que ça coûtait plus cher, en plus c'était encore pas très développé à notre niveau pour faire du séquençage massif. Alors on a fait de la PCR, donc de l'amplification génique, en ciblant quelques régions d'un pathogène qu'on aura sélectionné. Et on va sélectionner le génome viral de la variole. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur 3 zones, et je vous avais dit il y a 3 zones globales dans le virus de la variole, hein, une zone centrale conservée, et les zones latérales gauche et droite qui sont plus variables. On va prendre 3 zones de travail pour amplifier, et on va faire des PCR toutes bêtes après extraction.
Et comme toujours, il faut avoir de la chance, hein, dans un petit peu du nez ou un petit peu de chance, oui. La première PCR que j'ai faite à l'époque, il y a eu un petit spot sur un gel, vous voyez, entouré de rouge là. On l'a séquencé et qu'est-ce qu'il est apparu? La variole. Donc on avait ciblé juste, on avait eu un peu d'intuition et en fait on se retrouvait avec de la séquence de varioles anciennes. On a travaillé donc sur les trois gènes qu'on avait ciblés, hein, B7R, A30L, E9L, donc polymérase. Et globalement, à la fin, on a pu avoir donc cet enchaînement de séquences qui, lorsqu'ils sont concaténés, quand on enlève les amorces de PCR, ça fait à peu près 718 paires de bases d'un génome ancien qu'on a appelé POXSIB, pour Pox Siberi. Donc jusque-là, on a des séquences. Vous allez me dire, bon, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en fait ? Avant, on s'est dit, on va quand même regarder si il n'est pas encore tueur. Comme avait dit donc, le collègue anthropologue, s'il avait été tueur, on l'aurait su, puisqu'on ne serait plus là. Mais bon, encore fallait-il le montrer. Donc on a regardé si en faisant des grandes amplifications, on arrivait à amplifier, ça ne marchait pas. Ça veut dire que l'ADN viral était tronçonné, donc inactif, ce qui était attendu. Mais quand même. Donc, fort de ces 718 paires de bases, on les a comparés avec ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire uniquement les séquences du XXe siècle. On a fait des alignements et, maintenant vous avez l'habitude, on l'a transposé sur l'arbre phylogénétique. Ça nous a montré que c'était bien de la variole humaine, on était très contents, c'est déjà ça. Mais en plus, la surprise, ça a été que ça ne calait pas avec ce qu'on avait l'habitude de voir en termes d'appartenance au XXe siècle, c'est-à-dire les zones P1, P2, variole majeure, variole mineure. On s'est retrouvé avec un arbre phylogénétique où il y avait une autre branche, c'est-à-dire que cette variole ancienne était divergente. On a même calculé, comme on avait plus de recul, puisque les seuls reculs qu'on avait jusqu'à présent, c'était les souches du XXe siècle. Là, on avait une souche des alentours de 1700. On a pu mieux calculer le moment où, en fait, il y avait eu le discernement entre variole humaine et variole pour les plus proches animaux, c'est-à-dire toujours la gerbille et le chameau. Et on peut considérer à l'heure actuelle que ce contact entre un ancêtre commun de variole et l'humain est aux alentours du 2e, 3e siècle. Voilà. Donc ça sera confirmé par la suite. Donc on a affiné ça. Et globalement, on a fait une belle publi, on était contents parce qu'on était les premiers. Ça a été la première identification moléculaire d'une lignée ancienne du virus de la variole, divergente et surtout non présente au XXe siècle. Et donc là, on était très contents et on s'est dit, on va continuer et on va faire un génome complet. Ça a été plus problématique pour, je dirais, le contexte géopolitique. On travaillait sur de la variole, sur des prélèvements venus de Russie. Donc vous doutez bien qu'on n'a pas pu travailler comme on voulait. Et on est resté en plan et on s'est dit quand est-ce qu'on va pouvoir faire un génome complet. En fait, un génome complet a eu lieu en 2016, mais ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ce sont des Canadiens sur un échantillon de Lituanie. Sans commentaire. Donc ça a été la suite, je dirais, des avancées sur la variole ancienne. Là, qu'est-ce qu'on a comme support ? C'est une momie, des restes momifiés d'un jeune enfant retrouvé dans la chapelle du Saint-Esprit à Vilnius. Et donc pareil, là, il va y avoir une approche moléculaire plus complète, mais qui globalement, quand on va regarder l'arbre phylogénétique, qu'est-ce qu'on va voir ? C'est que, vous ne le voyez pas, c'est génial, c'est que le virus, le génome viral qui aura été séquencé, qui date d'à peu près 1700, et notre virus de Sibérie agrègent au même endroit. Donc, globalement, on a la même souche au même moment, ce qui était très intéressant. Les choses vont continuer. Je suis désolé sur les prélèvements, mais là, on va passer. C'est une jambe de petit garçon conservée dans de la paraffine. Là, on est au Royaume-Uni.
C'est conservé au musée du Collège royal des chirurgiens. Ça a été daté assez finement, hein, 1766. Et là également, il va y avoir la même approche de séquençage. Et globalement, là, la souche s'appelle P238. On va retrouver une agrégation, la précédente était VD21, on va retrouver une agrégation de ces souches qui datent à peu près de la même période, au même endroit dans l'arbre phylogénétique. Bien sûr, on va amener à nouveau notre bol, et ça va être le travail notamment d'Avril. On va travailler sur un fragment de côte d'un jeune enfant. Et là, on est du côté de l'église Saint-Laurent de la Capelette à Marseille, avec une datation à peu près identique de la Sibérie début du XVIIIe siècle. Et donc, il va y avoir un travail, comme on l'avait fait à l'époque, de séquences partielles qu'on va identifier et qu'on va agréger toujours avec notre fameux arbre phylogénétique. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit à nouveau? C'est que ça va agréger au même endroit que la souche lituanienne, que la souche de Sibérie, et la souche de Marseille et la souche de Londres. On est toujours dans cette même période. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer plus prosaïquement de ces quelques petits résultats? C'est qu'au XVIIe siècle, on va détecter systématiquement, en tout cas pour les prélèvements qu'on a eus et pour ce qu'on a fait, les uns les autres, les mêmes souches. Le questionnement, est-ce qu'on a une prédominance de ces souches au XVIIe siècle? Il y a 11 000 km globalement entre Marseille et la Yakoutie. Donc, à peu près à la même période, on a détecté les mêmes souches. C'était très intéressant. Et si on prend la chose à l'inverse, on voit au XXe siècle qu'on va détecter que les souches de type P1, P2. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, il va y avoir un saut, une sélection évolutive d'un variant de type sibérien ou de type Marseille vers des souches du XXe siècle et qu'en fait on ne va pas retrouver. Donc on s'aperçoit que la variole qu'on ne connaissait pas, on avait uniquement des informations du XXe siècle, en fait elle va procéder par bond évolutif de sélection d'un variant et on ne va pas retrouver les autres souches en arrière. C'était très intéressant à savoir. Alors vous allez me dire, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant le XVIIe, XVIIIe siècle? C'est récent en termes de données. Ça date de 2020-2019. C'est les travaux de Mühlmann. Il y a des nouvelles données donc, sur la variole qui vont être collectées par une réanalyse à la base des bases de données de séquençage massif. Parce que des fois, on fait du séquençage massif et puis on va focaliser sur tel ou tel pathogène et on laisse tomber le reste. Et puis là, quand on réanalyse tout le contenu de séquences, en fait, ils se sont amusés sur 1800 bases de données quand même à chercher des fragments de séquences de varioles. Et sur certains, ils ont pu retrouver également les sites et donc les os ou dents qui ont donné lieu à ces bases de données NGS. Et donc, ils vont reconstruire des génomes complets de l'époque. De quelle époque? Des 7e au 11e siècle, localisés en Europe du Nord. Et ça sera globalement un travail sur des dents. Très peu, il y aura un peu d'ospétral, mais ospétreux. Mais ça sera essentiellement sur des dents. Et donc, ils vont faire le job, comme vous l'avez vu précédemment. Et qu'est-ce que ça va donner là? On va s'apercevoir qu'ils vont réussir à identifier un groupe de 4 séquences de type VK, on va les appeler de type Viking, parce que c'est l'époque des Vikings, hein, on est en Europe du Nord, donc des séquences de type Viking qui sont présentes il y a plus de 1000 ans, et qu'est-ce qu'on va voir là? Elles sont encore extrêmement divergentes, elles n'ont rien à voir avec P1, P2 du XXe siècle, elles n'ont rien à voir avec les souches de type oxyde du XVIIe, XVIIIe siècle, donc il y a encore un saut. Donc on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a une sélection, ça procède par sélection. Sélection d'un variant qui va évoluer. Et donc ça, c'était je dirais, pour l'histoire évolutive de la variole, était très importante. De la même façon que je l'ai fait tout à l'heure, là, si je remonte la même chose au 7e et 11e siècle, oui, ils font la même chose et ils trouvent
C'est bien la même chose que je viens de dire. Le questionnement avec tout ça, c'est se dire, est-ce qu'on travaille bien? D'ailleurs, on fait des projections, des suppositions sur quelques séquences. Est-ce que ce sont des séquences qui sont prédominantes et il y a d'autres séquences derrière moins présentes? Je l'accorde, on a besoin de plus de données. En tout cas, il faut l'avoir en tête et jamais faire des conclusions à la hâtive. En tout état de cause, sur une période à peu près 1400 ans, alors qu'on avait 65 ans d'ancienneté sur l'histoire de la variole, en une dizaine d'années, on a collecté des infos sur la dynamique évolutive de la variole et dont on ne s'attendait pas, honnêtement. Donc ça appelle quoi? Ça appelle bien évidemment le travail sur de nouvelles séries, c'est l'évidence, puisqu'en fait, on a globalement peu de séquences complètes, in fine, pour faire des théories, mais en tout cas, elles sont robustes. Il y a des périodes à explorer qui n'ont pas été explorées encore, en tout cas par les quelques publics qui sont sortis, je pense, du XIIe au XVIe siècle, mais aussi avant le VIe siècle, en se rapprochant de la zone des 200 ou 3e siècle, enfin 2e au 3e siècle au début de notre ère. Et puis, on peut se poser aussi la question, puisqu'on a un peu de recul maintenant, parce que c'est toujours le cas, comment auraient évolué ces génomes de varioles humaines dans le temps, sur ces 1400 ans. Il faut savoir que, comme tout virus, il y a une adaptation à son hôte. Et comment ça se fait, une adaptation à l'hôte? Ça se fait par une diminution de la taille du génome et du nombre de gènes fonctionnels. Là, on ne peut pas en tirer grand-chose sur la diminution de la taille du génome parce que globalement, 1400 ans en termes de virus, ce n'est pas grand-chose, même pour la variole, un gros virus. Par contre, on va s'apercevoir en comparant les séquences d'il y a 1400 ans et les séquences du XXe siècle qu'il y a un certain nombre de gènes de virulence qui n'étaient pas mutés dans les génomes de variole de type viking. Donc ça veut dire quoi? Potentiellement, elle serait peut-être plus virulente à l'époque. Est-ce que le spectre serait plus large en termes d'hôtes? C'est des questions encore qui se posent. Je le dis, on n'a que quelques publis de recul et une dizaine d'années de travail sur la variole. Donc il y a énormément de travail à faire encore sur le cas de la variole. Donc j'arrive aux conclusions qui ne peuvent être que provisoires. Les travaux sur les prélèvements anciens, et ça c'était le but de notre réunion aussi, c'est un exemple là, ont permis de progressivement faire coïncider les sources archivistiques et les confirmations moléculaires concernant la variole. Oui, on savait que la variole était en Chine au IVe siècle, au VIe siècle en Europe potentiellement. Là, on commence à le montrer au niveau de la paléomicrobiologie. Et donc ces approches ont également commencé à mettre en lumière le réel passé évolutif du virus, c'est ce que je vous disais. Et donc, globalement, ça prouve par A plus B ce qu'on s'évertue à dire et à parler depuis ce matin, que la paléo couplée aux approches de recontextualisation historique a permis de remonter plus de 1400 ans de connaissances sur le génome viral et sa diversité. Et comme vous, je voudrais bien savoir quelles seront les prochaines étapes concernant la variole. C'est à nous de le créer, ce livre. En local, parce que c'est ce qui nous intéresse, on pourrait en tirer quoi? On parlait tout à l'heure de Bastia 1901, mais quand on commence à regarder les sources archivistiques, ce que disait Denis tout à l'heure et autres, en fait, il n'y a plus qu'à avoir des prélèvements, des bonnes infos, des bonnes manips, et puis remonter le temps. Et là, on pourra peut-être amener à nouveau notre bol, et dans un contexte insulaire, et ça serait génial. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Merci de votre attention.